Deuxième partie, le marketing stratégique. Si l'enseignement du marketing devrait se réduire à un seul de ces nombreux aspects, ce serait celui des politiques qui, sans aucun doute, seraient retenues. Le recueil des informations que nous venons de voir et l'organisation sont d'une grande importance, mais le marketing est d'abord orienté vers la décision et vers l'action. C'est pourquoi nous développerons particulièrement cette partie. L'aspect décisionnel sera toujours privilégié au détriment du côté descriptif, même s'il est bien évidemment même s'il est bien évident que les deux approches ne doivent pas être entièrement dissociées. Nous examinerons les deux grandes familles de décisions que le responsable marketing doit prendre. Dans cette perspective, nous opposerons le marketing stratégique, décision de long terme, partant sur les produits et les domaines, marketing opérationnel, décision de plus court terme en rapport avec le produit, le prix, la distribution, la communication, la force de vente, la promotion des ventes. Le découpage retenu ici est plus pédagogique que pratique tant dans la réalité, les décisions sont interdépendantes. La réussite repose sur une combinaison harmonieuse et performante, un mix entre un domaine bien défini, un marché porteur, un produit sans défaut, un prix ajusté, une communication savante, une distribution adaptée, des vendeurs motivés. La fonction commerciale participe à, et par là même est partie intégrante de l'élaboration de la stratégie de l'entreprise. Le schéma d'ensemble du processus de planification montre bien qu'à des décisions stratégiques, long terme, ouverture sur l'environnement, viennent s'agréger des décisions d'un rang inférieur, court terme, davantage en rapport avec les problèmes internes. Le premier niveau des décisions marketing, comprises sur le plan stratégique, celles qui orientent le devenir de l'entreprise sur une longue période, a trait aux questions de lancement de produits et de marché. Que l'entreprise soit petite est en phase de création, qu'elle soit de grande taille avec un existant fortement structuré, l'orientation de sa politique commerciale est définie par les choix de marché et de produits qu'elle va opérer. C'est à partir de ces grandes décisions que les éléments plus concrets portant sur le prix, la gamme, les marques, le conditionnement, les réseaux de vendeurs, la communication seront ultérieurement choisis. Par simple souci de commodité, les choix sont interactifs. Nous opposerons les décisions qui tiennent au produit d'une part, au marché de l'autre. Nous proposerons ensuite une dimension spécifique, celle de l'international. Chapitre 7, la stratégie de lancement de produits. Le ou les domaines d'activité choisis par l'entreprise constituent la pierre angulaire de sa stratégie. L'appartenance sectorielle qui en résulte engendre le facteur essentiel de ressemblance entre les firmes. On ne compare pas une entreprise sidérurgique et un confectionneur de vêtements, une banque et un vendeur de services touristiques. Les choix de produits, bien entendu, sont fortement contraints par le savoir-faire antérieur de l'entreprise, par son métier ou par les aspirations et les compétences du dirigeant dans le cas d'une création. Il reste que l'entreprise se définit d'abord par les décisions qu'elle aura prises sur ce plan. Deux notions viennent préciser et éclairer le choix. Il s'agit d'abord du cycle de vie et ensuite du portefeuille des produits. Le cycle de vie des produits. Le concept de cycle de vie des produits est un de ceux parmi les plus utilisés en marketing. Il offre de grands avantages, mais nous verrons qu'il n'est pas sans présenter des limites. Le concept de cycle de vie. Son concept repose sur une analogie avec la biologie. Les produits connaîtraient une succession d'étapes en les conduisant de la naissance à la mort. La première, les différentes étapes. Selon les auteurs, un plus ou moins grand nombre de phases sont distinguées. En pratique, le plus souvent, 4 étapes sont retenues. Parfois, une cinquième étape préliminaire est ajoutée. Nous nous en tiendrons à 4 phases. Phase 1, le lancement. C'est la première étape de la vie du produit. Celui-ci est lancé sur le marché, mais il peut encore présenter quelques imperfections. La période de recherche n'est donc pas complètement terminée. En effet,
L'industrialisation, c'est-à-dire la fonction qui assure le passage entre le prototype et la série, est très importante. L'étape du lancement se révèle cruciale, de nombreux produits sont frappés de mortalité néo- ou périnatale. Le coût de revient unitaire reste encore élevé, car le coût de production ne peut s'imputer sur des séries très longues, et certains coûts de marketing, surtout les frais de distribution, sont lourds à supporter. La concurrence est encore réduite, voire inexistante, à moins que plusieurs n'aient innové au même moment dans le même domaine. Phase 2, la croissance. Au cours de cette deuxième étape, le produit réussit ou échoue. Dans le premier cas, le marché s'élargit, les capacités de production se développent, le produit est amélioré et acquiert sa forme définitive. Le chiffre d'affaires, il permet de réaliser augmente rapidement et les bénéfices également, car le prix de revient unitaire a plutôt tendance à décroître. Des concurrents plus nombreux se présentent sur le marché. Ils sont attirés par les perspectives de réussite. Phase 3, la maturité. L'écoulement du produit atteint la saturation, le marché potentiel a été satisfait et à présent seule la demande de remplacement offre quelques possibilités éventuellement. Le marché peut s'ouvrir encore à quelques catégories nouvelles d'utilisateurs grâce à la mise en œuvre de modifications ou d'améliorations mineures. La pression des concurrents devient très forte, car sont entrés sur le marché de nouveaux producteurs qui n'ont pas subi les coûts de démarrage. Ces rivaux profitent des améliorations techniques et peuvent donc offrir des prix relativement bas. Phase 4, le déclin. Le produit est devenu vieux et ses ventes déclinent. Il est passé de mode où s'est trouvé périmé par suite de l'apparition d'un produit plus jeune et mieux adapté. Les capacités de production sont sous-utilisées. C'est l'époque du désinvestissement et de la reconversion. Voici quelques exemples pris dans l'électroménager et la micro-informatique. Phase 1, perceuse sans fil, scanner, écran, TV plat. Phase 2, caméscope numérique, lecteur DVD, climatiseur mobile. Phase 3, téléphone mobile, micro-ordinateur, télévision en couleur. Phase 4, machine à coudre, magnétoscope. L'évolution des grandeurs significatives. Compte tenu des indications données précédemment, on s'en rend compte que le chiffre d'affaires, le prix de revient unitaire, le prix de vente unitaire et le profit, bien qu'ils soient liés entre eux, n'évoluent pas de la même manière. Ordinairement, leurs évolutions sont voisines de celles représentées sur la figure ci-dessous. Lancement, croissance, maturité, déclin, temps. 3. Les types de cycles de vie. Tous les produits ne connaissent pas un cycle de vie uniforme. Diverses circonstances font que certaines étapes peuvent être allongées ou raccourcies, voire supprimées. Le cycle de vie des produits semble aujourd'hui tout à la fois s'accélérer. Ils durent moins longtemps et supportent davantage de risques. Ils sont plus amples. Lors du lancement, un modèle de baladeur chez Sony durant 1,5 ans. Aujourd'hui, il ne dure que 1 an et demi. Au surplus, on dit fréquemment que la réussite ou l'échec d'un produit est programmé avant son lancement. Pour un médicament, il peut s'écouler 15 ans entre les débuts de la recherche, qui dure 2 à 4 ans, le développement 8 à 10 ans, la naissance 1 à 2 ans, et enfin la commercialisation. L'adaptation du marketing au cycle de vie. Le concept de cycle de vie ne se présenterait aucune utilité s'il n'entraînait pas quelques conséquences sur le plan de la stratégie marketing. À chaque étape correspondent des choix stratégiques précis. 1. Phase de lancement. Lors de cette phase, les ventes s'accroissent lentement en raison des réticences manifestées par le marché et de la limitation des capacités de production. L'adoption du produit n'intervient pas en une seule fois, mais elle se produit au cours du temps, de façon successive. L'important est que les essayeurs éventuels ne soient pas freinés par la difficulté de trouver le produit. L'accent est donc mis sur les campagnes de publicité et de promotion sélective qui s'adressent aux catégories de clientèle très réceptives aux innovations,
Parallèlement, le produit est soigneusement mis en place dans le canal de distribution. 2. Phase de croissance. Le prix demeure élevé sauf si les concurrents apparaissent ou si les entreprises estiment qu'il est souhaitable de mener une politique de pénétration. Le prix de revient commence à diminuer car la production en grande série permet de bénéficier des lois d'apprentissage. En outre, les coûts de promotion diminuent relativement. 3. Phase de maturité. Le prix baisse pour résister aux nouveaux concurrents. L'entreprise ne peut maintenir sa part de marché qu'en améliorant le produit et en intervenant sur des segments qui jusque-là étaient délaissés parce que trop peu rentables. La gamme est resserrée et la qualité devient l'arme principale. Nouveaux conditionnements, amélioration de l'apparence et des possibilités d'utilisation, etc. 4. La phase de déclin. Tout diminue, à commencer par le chiffre d'affaires. Il faut savoir se dégager du marché au bon moment. Une relance du produit peut être pratiquée, mais elle nécessite un coût commercial élevé et précipite la mort du produit lorsqu'elle cesse. Un strict diagnostic en audit marketing est salutaire pour franchir cette étape dans les meilleures conditions. 3. La portée et les limites du concept de cycle de vie. Le concept de cycle de vie doit être mis en application avec la plus grande prudence. Les risques de confusion. Le problème essentiel qui est souligné par l'étude du cycle de vie est de savoir de quel cycle on parle. Entre le cycle de variété du produit, de la marque ou de la branche, où de savantes confusions sont entretenues. Les cigarettes ultra-légères sont en phase de croissance sur un marché général des cigarettes en déclin. La Renault Espace est en phase de maturité sur un marché de la voiture monospace en croissance. Si l'on ajoute aux confusions suscitées par la multiplicité des cycles de vie différents auxquels est soumise une variété d'un produit d'une seule marque, que les cycles sont eux-mêmes très variables d'un produit à un autre et que les exceptions au cas général sont nombreuses, les enseignements tirés d'une telle analyse apparaissent peu sûrs. Le caractère non normatif. Le cycle de vie est un bien d'avantage une variable dépendante sur laquelle la firme peut agir, une variable indépendante qui réglerait de manière inéluctable la vie de tous les produits. Il n'existe pas de cycle immanent, il n'y a que l'habilité plus ou moins grande de l'entreprise à agir sur les bonnes variables, à adopter la bonne stratégie et à faire en sorte que le produit soit toujours en accord avec une clientèle potentielle. Dans ce sens, le cycle de vie ne permettrait en aucun cas de prévoir ni sur quelle courbe de produit se situe, ni à quelle étape il se trouve. Le célèbre post-it de 3 mètres a connu un lancement difficile. La campagne de publicité ne parvenait pas à faire décoller les ventes. Il a suffi à substituer à la campagne de publicité un envoi massif d'échantillons. Il faut utiliser le produit pour en comprendre l'intérêt. Pour que l'étape de croissance soit atteinte, 30 ans après le lancement, le succès ne se dément pas. 95% du marché, et c'est à coup d'innovations successives que 3 mètres défend sa position. L'idée même de cycle de vie constitue parfois un stimulant beaucoup trop puissant à l'innovation en mettant l'accent sur les coûts et les difficultés entraînées par le déclin des produits. La mort en apparence est inéluctable des produits fait que l'entreprise, pour survivre, se croit obligée d'inventer continuellement de nouveaux produits. La frénésie innovatrice ainsi suscitée peut être dommageable dans la mesure où elle n'est plus raisonnée. Alors, que retenir du concept de cycle de vie? Une réponse nuancée semble convenir. Le cycle de vie représente un moyen d'analyse et de planification pour l'entreprise, bien connaître pour mieux comprendre, puis faire preuve d'une attitude active vis-à-vis de l'environnement. Voilà une démarche qui ne peut être encouragée, mais faire du cycle de vie un instrument de prévision destiné à gérer
à gérer l'évolution du portefeuille de produits pourrait conduire à de grandes désillusions. Les produits qui réussissent le mieux sont précisément ceux qui mettent en échec le cycle de vie et qui savent prolonger les périodes de croissance et de maturité en se transformant et en s'adaptant aux conditions changeantes du marché. Le portefeuille de produits. En relation directe avec le cycle de vie, l'analyse stratégique a mis en avant la notion de portefeuille de produits. Une entreprise ne gère pas un seul produit ou une seule gamme, mais un ensemble de domaines qui constituent son portefeuille. Chacun des produits fabriqués et vendus connaît une situation particulière en raison de l'étape du cycle à laquelle il se trouve, mais aussi par rapport d'abord à la présence des concurrents dominants ou dominés, ensuite aux caractéristiques du secteur, enfin aux perspectives d'évolution de l'ensemble du secteur. 1. L'analyse stratégique. La construction du portefeuille. On se sert de deux critères pour apprécier les produits. La 1. L'attractivité du marché. Il s'agit là d'une variable relativement indépendante pour la firme. Elle exprime en effet un certain état du marché sur lequel l'entreprise n'a guère d'influence. L'attractivité peut être mesurée par le taux de croissance du marché ou par la phase du cycle de vie dans laquelle se trouve le produit. Un marché en croissance offre de meilleures perspectives qu'un marché en déclin. B. Les atouts de l'entreprise. On tente d'apprécier, comme l'allocution indique, la position de l'entreprise par rapport à celle de ses rivaux. Pour procéder à pareille évaluation, on peut calculer, ce n'est qu'un facteur parmi d'autres, la part de marché relative de l'entreprise. On place les produits A, B, C, D constituant la ligne mise en vente par l'entreprise dans les cadrans qui correspondent à chaque cas respectif. Ainsi, par exemple, dans notre schéma, A est excellent, la croissance est rapide et la part de marché élevée, les bénéfices sont importants. B est un produit situé sur un marché dont la croissance est forte, mais dont les parts de marché est faible. Toutefois, ce produit est encore déficitaire car les investissements qu'il exige absorbent d'importantes ressources financières. C semble être en mauvaise position, faible promesse de croissance, part de marché étroite, bénéfice nul, voire constatation d'une perte. D se retrouve déjà sur un marché où la croissance est maintenant lente, cependant le bénéfice reste très fort. L'utilisation du portefeuille. 1. En phase de lancement, un produit double choix s'offre au gestionnaire. Une stratégie offensive. Le produit de la case B va passer en case A, mais cette opération est onéreuse. Elle suppose d'augmenter la capacité de production, d'étoffer l'équipe de vente, de faire de la publicité, etc. Cette stratégie exige donc de posséder ou de pouvoir acquérir de gros moyens financiers. Une stratégie défensive. Si l'entreprise n'a pas les ressources suffisantes, elle peut alors tout bonnement abandonner le marché, cesser la production du produit. En phase de croissance, il convient de s'efforcer et de se maintenir dans cet état. On investit donc encore beaucoup afin de conserver la position acquise. En outre, on cherche à élargir le marché en trouvant de nouveaux clients, en exportant par exemple. 3. En phase de maturité, on ne procède plus qu'à des investissements minimes. On cherche à rationaliser la production et à empêcher les concurrents de développer leur propre part de marché. Une fois arrivé en phase de déclin, il ne reste guère d'autre stratégie que le désinvestissement, au terme duquel on quitte le marché plus ou moins vite. En bref, à partir de la situation actuelle, on ne se contente pas de discerner l'évolution probable, on établit un véritable portefeuille d'objectifs que l'entreprise compare avec son portefeuille de compétences. Au-delà de l'analyse stratégique brièvement présentée ici, et sans empiéter sur les développements qui dépasseraient le cadre du marketing, même stratégique, on aura compris que c'est tout le diagnostic des activités de l'entreprise qui est en jeu. Les hommes de marketing doivent s'habituer à participer à une véritable veille stratégique.
c'est-à-dire à une collecte et à un traitement systématique de toutes les informations provenant de leur environnement commercial. On établit des tableaux de bord concurrentiels dans lesquels on placera en ligne les critères marketing et en colonne les différents concurrents. Le tableau est utilisé soit de manière verticale, un cadre de l'entreprise se met dans la peau d'un concurrent et joue son rôle virtuel, il devient son ombre et essaie d'anticiper ses éventuelles actions. Soit de manière horizontale, on se compare sur un critère à tous les autres pour essayer de se rapprocher du concurrent qui est le plus performant dans un domaine déterminé, c'est le benchmarking. 2. Les orientations stratégiques et commerciales. Le portefeuille des objectifs comparé au portefeuille des produits actuels permet à l'entreprise de dégager des orientations stratégiques, se replier, investir, moissonner, etc., qui vont se traduire ultérieurement dans des choix commerciaux. On distingue en général 4 grandes orientations stratégiques possibles: la spécialisation, l'intégration, la diversification et l'internationalisation. Elles peuvent être combinées. L'internationalisation constitue par exemple une excellente méthode de diversification des marchés. La spécialisation. Nous avons ici l'orientation la plus simple et la plus courante. La direction générale décide de mener des efforts au sein du champ d'action actuel de l'entreprise. On comprend aisément les avantages de cette mesure. L'action est relativement facile, rapide et peu risquée, car elle intervient dans un domaine connu et déjà maîtrisé. Le risque n'est pas totalement absent. Si par exemple plusieurs firmes décident en même temps d'accroître sensiblement leur capacité de production, le marché sera vite saturé et les investissements difficilement rentabilisés. C'est ce qui s'est passé pour l'industrie sidérurgique ou celle de la pâte à papier. Pour mener à bien une stratégie de spécialisation, 2 solutions sont possibles. A. La stratégie de volume. Un excellent moyen pour dominer les concurrents consiste à produire à un coût inférieur. Pour cela, il est indispensable de disposer d'une part de marché non négligeable afin de bénéficier des lois d'apprentissage, mais aussi de posséder une organisation sans faille. Les coûts inutiles sont pourchassés, les meilleures sources d'approvisionnement recherchées, les investissements dans le matériel le plus modeste, le plus moderne pratiqué. Voilà une voie retenue par de nombreuses firmes dans l'automobile, l'électroménager, l'électronique, l'évolution du prix des micro-ordinateurs l'atteste. Elle n'est pas exempte de dangers, il suffit par exemple qu'une évolution technologique annihile en un instant tous les bienfaits de l'expérience passée pour que l'entreprise se retrouve très exposée, ou encore que le prix d'une matière première indispensable augmente brutalement. Et alors le produit n'est plus compétitif au regard de ses concurrents. B. La stratégie de différenciation. Elle consiste en une distinction du produit ou du service offert par la firme qui vise à créer quelque chose qui soit ressenti comme unique au niveau de l'ensemble du secteur. L'entreprise réussit ainsi à se constituer un monopole de fait qui la met à l'abri des attaques des concurrents. Le produit, par sa conception, son image, les services qu'il rend, est tel qu'il ne connaît aucun concurrent direct. Les clients sont fidèles, la part de marché n'est nécessairement très élevée, mais tenue fermement. Darty et son image de bas prix, Miel et sa qualité sans défaut, la chaîne des hôtels Four Seasons et leur luxe. Les risques sont ici différents. Ils tiennent au changement de goût du consommateur qui ne repère plus ou n'est plus intéressé par le facteur de différenciation ou encore au don d'imitation des concurrents. L'entreprise qui s'oriente vers la spécialisation pour atteindre ses objectifs n'a pas d'autre solution. Porter l'indique clairement, une firme qui s'enliserait dans la voie médiane se trouverait dans une situation stratégique extrêmement médiocre. Elle perd en effet les clients importants attachés au prix réduit et les commandes plus personnalisées dégageant de fortes marges. Le bilan de la spécialisation. Avantage. L'entreprise demeure sur un marché qu'elle connaît bien et qu'elle a appris à maîtriser. Lorsque les moyens de l'entreprise sont réduits,
Dans une petite ou moyenne entreprise, par exemple, la spécialisation est la seule stratégie envisageable. Sur son marché, la firme peut atteindre un seuil de domination qui lui assure les plus grands bénéfices. L'inconvénient, si le marché parvient à la saturation, si une modification technologique ou si le mode entrave son développement ou provoque même son déclin, l'entreprise n'a plus alors d'autre axe de développement sur lequel elle pourrait faire porter ses efforts. Cette stratégie comporte en elle-même la limite de la présence maximale supportable sur un marché par les concurrents ou par les instances de régulation. Ce fut le cas pour Microsoft aux États-Unis. 2. L'intégration. Une deuxième orientation consiste à prendre place verticalement, soit vers l'amont du domaine d'activité stratégique actuel, soit vers l'aval. Les avantages d'une telle politique sont nombreux, mais certains inconvénients sont présents. Les problèmes nouveaux qui se posent sont assez différents selon que l'intégration a lieu vers l'amont ou vers l'aval. Dans le premier cas, l'opération revient à se substituer à un fournisseur. Par exemple, Renault décide de fabriquer des phares, mais dans le second, l'entreprise se retrouve concurrente de ses propres clients. Lafarge produit des maisons préfabriquées. À cela, il faut ajouter que l'intégration risque de poser des problèmes techniques ou humains insurmontables pour une entreprise. Existe un savoir-faire, une expérience technique accumulée qui font que, à un moment donné, elle est capable de dominer une technologie déterminée. Changer de secteur peut ruiner cet avantage. L'intégration ne s'opère pas nécessairement par le recours à des investissements directs ou des rachats d'autres entreprises. C'est ici que la logique de partenariat peut s'exercer avec le plus grand bonheur. Une entreprise noue des relations pour prendre pied en dehors de son métier traditionnel avant, le cas échéant, d'y investir massivement. 3. La diversification. La troisième orientation pousse l'entreprise à investir dans des activités ou des marchés hétérogènes. Elle quitte le couple produit-marché actuel. Les avantages obtenus grâce à la diversification sont importants. Ils tiennent essentiellement à une réduction des risques. En intervenant dans plusieurs domaines, la firme peut espérer compenser les mauvais résultats supportés éventuellement dans un secteur par la bonne performance réalisée dans d'autres. Ce point n'est d'ailleurs pas totalement évident. En effet, il suffit que toutes les activités dépendent d'un même groupe, d'un même phénomène, pour que toutes évoluent dans le même sens, à la hausse. À la baisse, la situation devient catastrophique. Et dans la pratique, les problèmes posés diffèrent sensiblement lorsque la diversification s'oriente vers le produit, vers le marché ou vers les deux en même temps. A. La stratégie de diversification du produit. Elle permet à l'entreprise de croître grâce à la vente de nouveaux produits sur le même marché. Pareille stratégie peut être réalisée grâce à deux tactiques. Changer purement et simplement d'un nouveau produit. Changer les caractéristiques, les attributs superficiels du produit. On augmente par exemple la taille de l'article ou bien au contraire, on le rend plus petit, plus maniable. Éminence entre le prêt-à-porter spécialisé dans les vêtements pour enfants. Baccarat se développe dans l'horlogerie et la maroquinerie. Du pareil au même se lance dans la chaussure. Dockers lance une collection pour femmes en Europe. Mephisto se diversifie dans les vêtements pour hommes puis pour femmes. Avantage, la gamme des produits offerts s'élargit. Du côté de la production, certaines économies peuvent être réalisées en utilisant des installations ou des services communs, en standardisant des pièces, en produisant des éléments s'adaptant à l'un ou à l'autre. Du côté commercial, si le réseau de distribution est unique, la réalisation de gains de synergie est à peu près certaine. Inconvénient, il faut financer des stocks plus importants, des difficultés de coordination surviennent, enfin certains produits risquent de concurrencer d'autres biens de la gamme. B. La stratégie de diversification du marché.
Elles ne concernent que les produits actuels, mais on les met en vente sur de nouveaux marchés. Les tactiques qui résultent de ce choix peuvent prendre des formes suivantes: une expansion régionale, une expansion nationale, une expansion internationale, l'utilisation d'un nouveau canal de distribution, la vente par correspondance par exemple. Carrefour se développe en Chine, Decathlon recourt à la VPC, une chaîne d'hôtels ajoute à la clientèle des voyages organisés à ses clients habituels. Avantage, l'entreprise échappe aux aléas qui résultent de l'exploitation d'un portefeuille de clients trop étroit. La production se développe et le bénéfice des lois d'apprentissage se fait sentir. Les coûts moyens unitaires diminuent. Inconvénient, les frais commerciaux supplémentaires entraînés par la conquête de nouveaux marchés à l'exportation, par exemple, sont souvent élevés et peuvent mettre en péril l'équilibre financier de l'entreprise. La diversification totale en C. Elle suppose le développement simultané de produits nouveaux et de marchés nouveaux. Le groupe Sara Lee possède DiM, Kiwi, Sanex, Dow et Uber. Hertz loue des équipements industriels. Avantage: si l'entreprise dispose d'un portefeuille d'activités bien équilibré, dans lequel des secteurs risqués voisinent avec des branches plus sûres, si les perspectives de rentabilité ne sont pas toutes exposées au même péril, on profite alors des gains obtenus d'une part pour compenser les pertes subies de l'autre. Inconvénient, la gestion devient très complexe. Rares sont les opérations communes à plusieurs activités qui peuvent être menées de front. Par conséquent, les gains de synergie sont faibles, les produits et les marchés sont différents et il est nécessaire à chaque occasion d'investir des sommes très importantes. Lorsque les inconvénients l'emportent nettement sur les avantages, on assiste à des opérations de recentrage vers le métier de base. Entre ces diverses orientations stratégiques, l'entreprise se détermine en fonction de toute une série d'éléments. La mission ou la finalité qu'elle s'est donnée. Danone se veut une entreprise au service de la santé, les aspirations des dirigeants, les stratégies propres des concurrents. Peugeot, avec la C107, espère rejoindre BMW et Mercedes sur le marché des véhicules haut de gamme. Kleenex lance Huggies et entre sur le marché des couches en France. Reconnaissons toutefois que les décisions peuvent révéler plus du hasard que d'une stratégie réfléchie. Une opportunité se présente, un client, un fournisseur est à vendre, des liens personnels unissent deux dirigeants de firmes appartenant à des secteurs différents. Estimant que la dimension concurrentielle prime, Kotler articule les décisions stratégiques autour de la position tenue par chacun sur le marché. On oppose alors les stratégies du leader, l'entreprise dominante, L'Oréal, Coca-Cola, Danone, peut accroître la demande globale, elle recueillera le plus de bénéfices en raison de sa forte part de marché. Protéger sa part de marché en innovant, en lançant de nouvelles variétés. Étendre sa part de marché, les stratégies du challenger du second du marché choisit son terrain, attaque sur les prix Samsung contre Nokia, sur le service Avis contre Hertz, sur la communication. Sa méthode, attaque frontale, attaque latérale sur une région, un produit de gamme. Son adversaire, le leader ou au contraire d'autres entreprises plus petites. La stratégie du suiveur satisfait une position mineure, le suiveur joue la carte du profil bas et se contente d'une part de marché réduite mais solide, assise sur une clientèle dont la fidélité est due à l'emplacement, à des exigences particulières, etc. Les stratégies du spécialiste. Celui-ci préfère dominer un petit créneau plutôt que de se disperser. L'option n'est pas exempte de danger. Si le créneau se développe trop peu, le marché disparaît. S'il s'accroît dans les bonnes proportions, les concurrents plus puissants sont susceptibles de s'y intéresser. 3. Les produits nouveaux et la stratégie marketing. Nous présenterons quelques généralités à propos de l'innovation avant d'exposer les nouveaux méthodes de créativité et d'aborder le lancement proprement dit du produit nouveau. L'innovation.
Dans un monde en évolution constante et rapide, l'innovation apparaît comme une nécessité, mais elle pose de multiples problèmes. Elle est difficile à promouvoir, reste toujours très risquée. Ses résultats sont sujets à de nombreux aléas. La nécessité. Même si il existe des produits et institutions appelés à ne jamais mourir, ou tout au moins dans l'horizon prévisible, même s'ils semblent parfois infiniment plus fructueux d'être le brillant second que le leader. Même s'il paraît plus facile de copier que d'inventer, les entreprises ne peuvent cependant ignorer les impératifs de l'innovation. Innover ne consiste pas seulement à découvrir et à mettre sur le marché le transistor, le village de vacances ou le vidéodisque. Innover, c'est aussi conditionner pour la première fois l'eau minérale en bouteille plastique d'1,5 litre. C'est proposer un nouveau rayon de bricolage dans un hypermarché. C'est accroître de quelques tonnes de la puissance d'une presse pour emboutir les pavillons d'automobiles. Innover, c'est donc agir pour défricher de nouveaux segments de marché ou pour accroître la fidélité des anciens. Sur le marché d'oligopole, les plus nombreux, la compétition portant sur l'innovation vient décupler la concurrence qui s'exerce sur le prix. Intel lutte contre ses adversaires non pas en diminuant ses prix, mais en lançant des microprocesseurs toujours plus perfectionnés. Un Colbenz réduit à 10 minutes la durée de cuisson de son riz. Les difficultés rencontrées. Il est trivial d'énoncer que les produits nouveaux connaissent un taux d'échec élevé. La société Booz Allen et Hamilton, il y a plusieurs années, avait calculé que sur 58 idées de produits nouveaux, 40 chutaient dès la première étape, celle de l'évaluation préliminaire. Sur les 12 constantes restantes, il en demeurait respectivement 7. L'évaluation préliminaire sur 12 restantes, il en demeurait respectivement 7, 3, puis 2. Après l'analyse économique, le développement et les tests, l'un des deux produits survivants disparaissait au cours de la commercialisation et finalement, un seul produit, soit moins de 2%, au reste, ce sont moins les chiffres à chaque étape qui importent que le fait suivant. Très peu de produits parviennent à parcourir l'intégralité du processus. Les raisons des insuccès tiennent à des causes internes, erreur d'appréciation de l'entreprise qui prévoit mal les coûts, le potentiel du marché ou sa propre capacité à résoudre les problèmes techniques, à des problèmes plus généraux, extrême segmentation des marchés et raccourcissement des durées de vie. Segmentation incite les entreprises à lancer des produits qui s'adressent à de nombreuses cibles de plus en plus réduites, de sorte que la moindre erreur d'appréciation est fatale. La bonne tenue d'un groupe de consommateurs ne peut en effet compenser les défaillances d'un autre. De plus, les cycles de vie des produits ont tendance à être plus brefs qu'auparavant. Les produits nouveaux rendent très vite caducs les anciens. Dans l'addition, alors que les ouvrages de littérature générale connaissent traditionnellement au cycle de vie de quelques années, la durée de vie s'est dans l'ensemble réduite pour tourner autour d'une année 90 ou 95%, voire 100% des ventes interviennent dans quelques mois qui suivent le lancement. C'est essentiellement que le nouveau produit n'est pas perçu
comme tel par le nouveau consommateur que la plupart des lancements échouent. Le MeToo Product ne trouve plus grâce aux yeux des clients qui sont aujourd'hui beaucoup plus réfléchis et s'attendent à des véritables innovations. Le début de la décennie 90 fut le temps des innovations faussement révolutionnaires. Un nouveau goût, banane kiwi fraise, pour un yaourt, l'époque des vraies nouveautés s'ouvre. On innove en tout, un nouveau circuit de distribution, un service après-vente par téléphone, une offre packagée, un paiement différé, mais et surtout les produits révolutionnaires sont là. Les jeunes, l'aspirateur sans sac, le DVD enregistrable, les aliments, médicaments, le téléphone portable connecté à Internet, le bouchon sport de Vittel et le Palm Pilot. L'or de maison du café, le shampoing Fructis des laboratoires Garnier, héritage de Guerlain, Always et de Product, Salvetat de Danone, Scénic de Renault, autant de lancements sur des marchés déjà encombrés, mais qui ont su apporter un élément de différenciation. Sans doute faut-il retenir que l'innovation Market Pull, comme l'innovation Technology Push, présente toutes deux des avantages et des inconvénients. Seul un bon mariage entre les deux ouvre la voie au succès. 3. La mise en place de structureurs favorables. Pour permettre à l'innovation d'éclore dans de bonnes conditions et surtout d'être bien administrée, pour que le taux d'échec diminue, des structures adéquates doivent être mises en place. Il n'y a pas de solution unique préférable à toutes les autres. 4 familles, chacune possédant des variantes, peuvent être envisagées. A. Le comité de développement des produits. Une première solution consiste à créer un comité qui est spécialement chargé du développement des produits nouveaux. Le comité comprend toutes les personnes intéressées, production, finance, marketing, recherche, et un représentant de la direction générale, voire le directeur général, pour donner davantage de poids aux décisions du comité. L'avantage correspond à celui procuré par tous les comités. L'information circule bien et les confrontations d'idées sont souvent bénéfiques. Toutefois, en contrepartie, le comité est un gros consommateur de temps et peut favoriser la fuite devant les responsabilités. En toute hypothèse, un tel comité ne peut mener à bien l'opération du début à la fin et doit obligatoirement transmettre le dossier à un autre organe pour la mise en œuvre. B. Le département des produits nouveaux. Lorsque la taille de l'entreprise et sa puissance d'innovation le permettent, il peut être avantageux de créer un département dont l'objet consiste à s'occuper spécifiquement des produits nouveaux. Ce département, de taille parfois minime, quelques personnes peuvent suffire, et est rattaché au directeur général. Sa tâche s'arrête lorsque la production en série est prête. À ce moment, le produit nouveau est transféré à un département opérationnel qui lance la fabrication. C'est les chefs de produits. Les entreprises qui mettent en place une organisation matricielle avec des chefs de produits doublant le département par fonction ont la possibilité de confier le développement des produits nouveaux à ces chefs de produits. Ceux-ci sont alors chargés de gérer le produit pendant toute sa vie. Le chef de groupe ou le chef de marque dispose tout simplement d'un portefeuille de produits parmi lesquels il y a des produits nouveaux. Cette solution intéressante sur plusieurs plans ajoute malheureusement à l'inconvénient traditionnel d'une organisation comportant des chefs de produits. Ils ont la responsabilité sans l'autorité
le fait que la gestion des produits existants a de bonnes chances d'accaparer tout le temps disponible des gestionnaires. D. Les groupes spécialisés. Ce sont les task forces ou encore les équipes projets pour bénéficier des avantages du comité et du département tout en évitant leurs inconvénients. On a pensé mettre sur pied un groupe spécialisé à la durée limitée qui a pour tâche de promouvoir un produit. Le groupe est constitué sur les mêmes bases que les comités représentants des départements intéressés, dépendant directement du directeur général. Mais les membres sont détachés de leur service d'origine et regroupés dans les locaux particuliers. Le groupe s'identifie mieux au produit ou au groupe de produits et le conduit jusqu'au lancement en série. À ce moment, le groupe est dissous et éventuellement un des membres devient le chef du produit en question. Puis, lorsqu'un problème de création se pose à nouveau, un chef de produit un autre groupe est constitué. C'est cette forme d'organisation que les constructeurs automobiles adoptent, Renault pour la Twingo, Fiat pour la Punto. Le choix entre les 4 solutions dépend du type de problème, des caractéristiques de l'entreprise, de ses habitudes, etc. L'important est de bien voir que la difficulté consiste moins à résoudre correctement les problèmes qui se posent à chaque phase que de faire franchir aux produits nouveaux toutes les étapes entre le laboratoire et la commercialisation. Bref, la question doit être considérée sous un angle aussi large que possible. Au total, la réussite de l'innovation et l'accélération de la phase tellement cruciale du time to market passe par les liaisons harmonieuses et efficaces entre les équipes de recherche et développement et celles du marketing. On sait ce qu'il ne faut pas faire, peaufiner l'idée en laboratoire avec des ingénieurs et la transmettre telle que au marketing pour que les spécialistes imaginent les marchés et les outils d'accès. Tout au contraire, une ingénierie simultanée, présence de chaque fonction tout au long du processus, mais à des degrés divers, est un bon interface marketing. Recherche et développement sont des gages de réussite de l'idée, de la recherche de l'idée jusqu'à la commercialisation. Toutes les fonctions interviennent, mais à chaque degré divers selon l'état d'avancement du projet. 2. Les méthodes de créativité et de sélection du produit nouveau. La créativité ou faculté de créer ce qui n'existait pas n'est pas une fortuite et il serait quelque peu naïf de penser que Newton, par exemple, a pu concevoir le principe de la gravitation universelle en voyant tout bonnement tomber une pomme. Certes, des illuminations, des traits de génie fulgurants existent, mais ils sont le plus souvent l'aboutissement d'une réflexion, d'un processus créatif patiemment construit. En outre, de nos jours, la nouvelle industrielle n'est plus l'apanage d'un individu, elle résulte d'un effort collectif. Les sources d'idées de produits nouveaux. Toutes les sources d'information marketing peuvent être sollicitées, mais ici, plus particulièrement, on peut penser à 2 sortes de sources. Source interne, le service de recherche constitue, et c'est tout naturel, la première source d'idées de produits nouveaux. Tout dépend de la taille de la firme et de la stratégie qu'elle mène dans ce domaine. Le nylon, par exemple, a été découvert dans les laboratoires du pont de Nemours. Les services de production, la fabrication des produits engendrent facilement des idées de nouveautés et d'amélioration. Le personnel de vente connaît les désirs exprimés par la clientèle, les offres de concurrents et, de ce fait, il peut pressentir dans quel sens orienter le développement d'un produit. Les dirigeants, par leur fonction, restent très ouverts sur l'environnement et sont donc
à même de découvrir les idées nouvelles dans les expositions, les foires et au cours de leurs contacts personnels. Sources externes. Les clients, par définition, connaissent tous les problèmes engendrés par l'utilisation d'un produit. Or, en confrontant celui-ci avec les biens concurrents, les consommateurs sont souvent à la source d'idées de produits nouveaux. Les concurrents poursuivent les mêmes objectifs que l'entreprise. Dès lors, un examen attentif des gammes qu'ils proposent devient une activité non dépourvue d'intérêt. La documentation spécialisée, les centres de recherche interprofessionnels, les inventeurs, les cabinets d'études peuvent faire naître des idées. Les méthodes de créativité. Ce fut une grande découverte dans le domaine de l'invention créatrice lorsqu'on prit la conscience que la créativité n'était pas corrélée avec les habitudes qualités requises de la part des questionnaires ou des gestionnaires. Bien au contraire. Pour être un bon créatif, il faut plutôt posséder des traits de personnalité qui se situent à l'opposé des principes de saine gestion. Rechercher la complexité au détriment de la simplicité, refuser l'autorité, l'emprise des groupes, aller le moins vite possible à l'essentiel, conserver en toute hypothèse une grande indépendance de pensée et, si possible, le jugement le moins conventionnel qu'il soit. À partir de là, il est possible de stimuler la créativité, la production d'idées en recrutant ceux qui ont de bonnes chances de réussir et en leur offrant un cadre et des recherches et des techniques propices à une amélioration de leur réflexion. Il ne s'agit pas ici d'entrer dans le détail de toutes les méthodes auxquelles les chercheurs ont accordé leur attention. Seuls quelques points de repère sont posés. A. L'analyse fonctionnelle. Elle consiste à décomposer au maximum les différentes fonctions d'un produit pour voir s'il est possible d'en supprimer ou de regrouper quelques-unes. C'est une méthode qui entre dans le cadre de l'analyse de la valeur. Les relations forcées en B. Des listes d'idées sont mises au point et elles sont confrontées les unes aux autres afin d'examiner s'il est possible de trouver des combinaisons nouvelles. C'est l'analyse morphologique. La structure d'un problème est analysée et les principales dimensions qu'il comporte sont recherchées. Sur un graphique avec 2 ou 3 axes, on tente de repérer tous les arrangements possibles. D. Les listes de questions. Ces listes sont utiles pour susciter la réflexion. Elles ne donnent pas elles-mêmes de solutions. On s'interroge par exemple pour savoir si l'on peut retourner, renverser, augmenter, réduire, etc. le produit. E. Créativité en groupe. C'est elle qui a entraîné les développements les plus nombreux. On oppose, mais en fait, elles sont voisines, les deux techniques que sont le brainstorming et la synectique. Le brainstorming, conçu par Alex Osborne, réunit un petit groupe, 6 à 10 personnes, pendant une durée limitée. Le problème est spécifié au départ et chacun tente de formuler le plus grand nombre d'idées en reprenant des idées des autres, sans aucune retenue. La critique est bannie. Pour libérer encore plus les participants, on utilise le brainwriting. Les idées sont écrites de façon anonyme. La synectique de Gordon se distingue du brainstorming par le fait que le problème n'est pas indiqué avec précision au départ. Gordon pensait qu'une définition trop précise du problème à résoudre est un facteur d'inhibition. Il préférerait donc de dévoiler d'abord un terme généraux, puis de manière plus en plus précise. 3. Les méthodes d'évaluation. L'idée ou les idées de projets nouveaux qui ont été trouvés doivent faire l'objet d'une évaluation, d'un filtrage. Il s'agit dans un premier temps d'éliminer les produits qui, de façon évidente, ne conviennent pas ou bien lorsque 2 variantes existent, d'éliminer immédiatement la bonne ou la moins bonne. Le processus de lancement d'un produit coûte cher, en temps de gestion et d'organisation, en tests et contrôles divers.
Une précaution élémentaire consiste à ne retenir que les idées qui ont une meilleure chance de succès. Après ce tri grossier, les idées restantes sont soumises à 3 grilles différentes: technique, marketing, financière. Seuls les rescapés seront lancés. Faisabilité technique. On confronte chaque idée à une liste de questions ou de thèmes qui ont une grande importance sur le plan technique. Le produit utilisera-t-il la compétence de l'entreprise en matière de recherche et développement? Le personnel de production est-il suffisamment qualifié? Est-il nécessaire d'acquérir de nouvelles machines? Faut-il se procurer des brevets? Le savoir-faire technologique est-il adapté à ce nouveau produit, etc., etc. Chacun de ces points est noté sur une échelle quelconque, puis éventuellement pondéré en raison de l'importance qui lui est accordée. Par exemple, si la formation du personnel de production est considérée comme très difficile à assurer, la réponse à cette question sera fortement majorée. Faisabilité marketing. De la même manière, d'autres questions sont abordées. Les perspectives de développement du marché sont-elles bonnes? Sur ce marché, la fidélité des clients est-elle élevée? Les concurrents sont-ils ou seront-ils nombreux? La distribution utilise-t-elle des circuits avec lesquels l'entreprise est déjà en relation? Quelle est l'image de marque de l'entreprise sur le marché, etc., etc. C'est faisabilité financière. Après avoir évalué les recettes et les coûts probables sur une période de 2, 3, voire parfois 5 années, on procède à une analyse de la capacité bénéficiaire du projet, rentabilité des capitaux engagés. Prenons l'exemple du lancement d'une encyclopédie multimédia chez un éditeur. Le point mort. Pour déterminer le point mort, c'est-à-dire le chiffre d'affaires ou les quantités vendues à partir desquelles le produit commence à dégager un bénéfice, il faut distinguer les coûts fixes des coûts variables. Coûts fixes: amortissement, charges administratives, loyer, impôts, composition. Coûts variables par unité: impression, reliure, manutention, salaire. Prix de vente éditeur, marge brute. Le point mort est atteint pour une vente de 250 000 unités. Ce chiffre ne permet pas de dire quel sera le bénéfice de l'opération, mais il indique que si les prévisions de coûts et de prix de vente sont respectées, il faut vendre 2500 encyclopédies avant de dégager un bénéfice. La rentabilité, elle peut être calculée sur une ou plusieurs années. En fin de compte, le tableau suivant est établi. 3. Élaboration et test de concept. Une idée de nouveau produit pour l'entreprise a été retenue. Les études préalables révèlent que certains segments de clientèle semblent accorder de l'intérêt à cette innovation. La question qui se pose à ce stade est de savoir quels usages les prospects pourraient faire de nouveaux produits. Le terme concept désigne l'un des usages possibles du bien en projet. Ainsi, par exemple, pour accepter ou rejeter l'hypothèse que représente le concept, on procède à des tests qui ont pour objet de faire réagir les consommateurs au projet. À ce stade, le produit et toute sa conception marketing, conditionnement, marque, niveau de prix, etc. n'existe pas encore concrètement. L'entreprise va donc élaborer des maquettes, concept board, symboliques, description écrite ou illustrée, dessin, projet de packaging, etc. en vue de les soumettre à l'appréciation des consommateurs visés. On commence en général par une étude exploratoire qualitative qui peut d'ailleurs fournir d'autres concepts que ceux prévus initialement par les responsables marketing. Le concept est présenté à un groupe sous forme de diapositives, d'images vidéo, les interviewés étant invités à réagir au concept et à les attributs. Un guide d'entretien aide à préciser les questions qui se posent les responsables marketing: visibilité du concept, perception des attributs, nature du besoin, intérêt du concept, valeur pour les clients, mode d'utilisation du concept, fréquence d'achat, etc. Cette première enquête de défrichage est suivie d'une étude quantitative qui a pour but de qualifier ou de quantifier les premiers résultats. C'est à ce moment que l'on considère un positionnement. Le ou les concepts vont être comparés aux produits concurrents de façon à tenter d'élaborer un produit idéal.
des tests de produits, goût, couleur, etc., suivis d'un benchmarking, améliore l'élaboration du concept. 4. Le lancement et la pénétration du produit nouveau. Le lancement du produit nouveau, les idées de produits nouveaux qui ont réussi à franchir toutes les étapes antérieures, évaluation, faisabilité, technique marketing et financière, sont appelés à rentrer dans la procédure de lancement proprement dite. En fait, cette opération consiste à définir le plan marketing après avoir procédé au contrôle de tous les éléments du mix. L'ensemble du processus est bien illustré. Les modèles de pénétration. Pour mieux analyser et prévoir l'évolution des ventes de produits, de nombreux modèles de diffusion des produits nouveaux ont été imaginés. Plus ou moins compliqués sur le plan mathématique, ils sont en conséquence d'une utilisation plus ou moins aisée. Ils ne font que traduire d'autres phénomènes rencontrés par ailleurs. Le cycle de vie du produit notamment nous donneront quelques exemples de ces modèles. Ce modèle est critiquable dans le sens où il ne fait en aucun cas intervenir les efforts marketing déployés par l'entreprise au cours du temps. Tout dépend du taux de pénétration défini au départ. Le modèle du Parfit et Collin. Ces deux auteurs proposent l'application de la formule suivante pour évaluer la part de marché. PM fois P, PM égale P fois R fois I, avec P pénétration cumulée du produit, R taux de réachat, I indice d'achat. Le modèle de Roger. Roger distingue 5 groupes de consommateurs. Les innovateurs, qui sont les premiers à essayer le produit nouveau. Ils représentent 2,5% du marché. Les précurseurs forment le second groupe, 13,5% du marché. La majorité devancière attend un peu plus longtemps avant de s'intéresser au produit, 34% du marché. La majorité conservatrice ne se décide que lorsque le produit a déjà fortement pénétré, 34% du marché. Les retardataires prudents, ils attendent que l'innovation vienne à maturité, 16% du marché. La courbe des ventes qui résulte à cette analyse est une courbe en S. 4. Les produits mûrs et la stratégie marketing. Les problèmes posés par les produits nouveaux sont souvent évoqués, ceux entraînés par les produits parvenus au stade de maturité le sont beaucoup moins. C'est sur ces derniers que nous insisterons ici. Le produit mûr. Les caractéristiques. Le produit mûr sont ceux qui ont terminé leur phase de croissance, donc qui se retrouvent au cours de cycle en phase de maturité ou en phase de déclin. Il est important de bien repérer les produits atteignant ce stade, car les décisions spécifiques doivent être prises à leur regard. Plusieurs signes permettent de se rendre compte qu'un produit est arrivé à maturité. Le marché est saturé, les ventes plafonnent, les parts de marché n'augmentent plus, les taux de distribution numérique, indicateurs de présence dans la distribution, première partie, atteignent leur maximum. La concurrence se développe, les firmes offrant le même produit ou un produit voisin se sont multipliées et les batailles de prix font rage. Les marges diminuent, la distribution n'est plus stimulée avec une difficulté accrue, la mise en avant des coupons et tous les projets de promotion rencontrent la réticence de la part de distributeurs. Rôle des produits mûrs. On oublie souvent que les produits mûrs assument un rôle essentiel dans la gamme de produits offerts. Ces produits, bien connus par l'entreprise, sûrs au sens où ils ne soulèvent plus de problèmes et donc où les prévisions ont de bonnes chances de se réaliser, procurent une souplesse, une marge de manœuvre très appréciable aux responsables marketing. L'accent est mis trop volontiers sur les produits nouveaux, fait oublier que seule l'existence de produits plus anciens permet aux premiers de supporter les années de démarrage. Les produits mûrs utilisent la capacité de production, remplissent des plannings, engendrent du chiffre d'affaires et permettent de larges imputations des frais fixes, même si le profit dégagé est parfois bien proche du zéro. Les vieux produits ne doivent être condamnés a priori. Certes,
Toutes les vieilles branches ne sont pas bonnes à garder et nous verrons que les portes doivent être coupées sans regret. Mais il faut conserver à l'esprit que l'innovation forcenée comporte autant de dangers qu'elle peut présenter d'avantages. Les stratégies possibles. Il semble que les produits mûrs puissent faire l'objet de 3 stratégies. 1. L'ouverture d'un nouveau marché. Une première stratégie consiste à innover avec l'ancien, c'est-à-dire à découvrir une nouvelle utilisation du produit pour relancer sur un autre marché. L'exemple le plus connu est celui de nylon. C'est à partir de lui que Levitt a montré comment un cycle de vie pouvait évoluer. En une quinzaine d'années, Dupont de Nemours a su s'ouvrir de nouveaux marchés en proposant des utilisations toujours nouvelles pour le produit, toile de parachute, bas, chemise, etc. Si un véritable nouveau marché ne peut être créé, on envisage alors de procéder à un simple repositionnement du produit afin de relancer les ventes. Marlboro a été longtemps une cigarette destinée à une clientèle féminine, puis lorsque le produit est parvenu à maturité, il a été repositionné vers les hommes. Le shampoing Mixa bébé, réservé aux enfants, s'est ensuite inscrit dans une gamme de shampoings fréquence pour adultes. 2. Les adaptations du produit. Nous avons vu que le produit comportait un noyau dur formé par les caractéristiques qui lui permettent de satisfaire un besoin déterminé, mais que d'autre part, il possédait toute une série de qualités distinctives de traits féeriques, tels que le conditionnement, l'esthétique, la présentation. Ces éléments complémentaires des premiers peuvent être modulés, modifiés et servir à donner une nouvelle vigueur au produit. Avec la cocotte Clipso Control, Seb perfectionne son produit et lui donne une allure haut de gamme. UHU lance Twist and Glue avec un nouvel applicateur qui comporte 3 positions, précis, fin, large. 3. Le recyclage. C'est plutôt la période de déclin que convient cette stratégie. Il s'agit d'adopter une attitude défensive. Les marques sont de plus en plus nombreuses sur le marché et éventuellement des produits nouveaux viennent concurrencer le produit en déclin. Pour réagir contre ce double phénomène, l'entreprise adapte l'ensemble de son marketing mix, promotion de toutes sortes, nouvelles campagnes de publicité, nouveaux conditionnements, etc. Renault transforme sa voiture Mégane et relance les ventes. On peut même se demander s'il n'y a pas ici une autre phase de cycle de vie qui serait sous-tendue par un marché résiduel beaucoup moins important que le marché de maturité, constitué de consommateurs fidèles, soucieux de maintenir leurs habitudes. Cette phase serait presque infinie. En somme, il existe des retardataires dans l'abandon comme il y avait des retardataires dans l'adoption. Si aucune des stratégies évoquées ne réussit, l'abandon est décidé. Les décisions d'abandon du produit. Plus ou moins tardivement survient le moment où un produit doit être abandonné. Les décisions prises à cet instant sont importantes et il faut être conscient que les erreurs coûtent cher. Qu'un produit encore bon soit abandonné ou qu'un produit non désirable soit maintenu. 1. Les produits à abandonner. Tous les produits anciens ne sont pas candidats à l'élimination et certaines précautions doivent être prises. On peut reconnaître les produits douteux et à plusieurs signes. La marge bénéficiaire est négative. Ici se pose tout le problème de la comptabilité des coûts de revient. Selon la méthode de calcul retenue, Implied Year Costing, imputation rationnelle et surtout, ceci uniquement en coût complet. Selon les clés d'imputation des charges de structure, un produit peut se montrer sous 2 jours fort différents. Aucun conseil ne peut être donné à ce stade, sinon que les imputations doivent refléter au mieux la réalité objective et éviter de masquer les décisions prises en fait pour d'autres raisons. Les lignes de produits sont trop longues. Dans un certain nombre de cas, les produits se sont ajoutés aux produits pour satisfaire leur segment de clientèle, puis tel autre. Et, en fin de compte, le product mix ne peut être plus géré en raison de sa lourdeur.
Le produit consomme beaucoup de temps de direction et de gestion. Les séries sont courtes. Les décisions d'adaptation du mix fréquentes. Les produits réclament une attention disproportionnée, eu égard à leur rendement. 2. La crainte des abandons de produits. Les responsables commerciaux éprouvent une véritable crainte lorsqu'ils envisagent de supprimer un produit. Autant il est aisé d'ajouter des produits, autant il est dangereux d'en retirer. Une période de turbulence commence, le ou les chefs de produits et sont appelés à d'autres fonctions. Les services de fabrication voient leurs tâches se modifier, le personnel de vente est réorganisé, etc. De sorte que souvent des mauvaises, de fausses bonnes raisons sont mises en avant pour maintenir un produit soulevant des problèmes. En voici quelques-unes. Le produit ne subit qu'une vente passagère en raison d'un marketing mix inadapté. Un concurrent a consenti un effort particulier. Le produit provoque cependant des effets positifs indirects sur d'autres gammes, etc. 3. Une procédure d'abandon du produit. Plutôt que d'être mise en devant un fait accompli, le produit s'éteint de lui-même. Les entreprises ont tout intérêt à prévoir une procédure d'abandon des produits qui fonctionne strictement à l'inverse de celle de lancement de produits nouveaux. Il convient de procéder à une évaluation régulière de l'ensemble du portefeuille et, pour ce faire, un comité restreint réunissant des représentants de toutes les fonctions et de tous les départements est créé. Ce comité, à l'aide d'un tableau de bord, apprécie l'évolution d'une série de grandeurs significatives, chiffre d'affaires, marge brute, dépenses de marketing, etc. Lorsqu'un ou plusieurs clignotants s'allument, la procédure est engagée, des listes de questions sont posées et les réponses sont notées, pondérées et probabilisées. On reconnaît ici une méthode identique à celle retenue pour l'évaluation des produits nouveaux. 3 voies s'offrent en dernière instance. On peut les classer selon le degré d'urgence. Laisser le produit mourir à petit feu, concentrer les dernières forces par exemple, en ne livrant que quelques grands distributeurs, tout abandonner. Seules de telles mesures permettent de gérer avec efficacité les derniers instants de la vie des produits.